Un millionnaire met sa femme enceinte à la porte de sa voiture. Le chauffeur était son parrain milliardaire. Sur une rue de Paris rendue glissante par la pluie, une femme enceinte de 7 mois se tenait tremblante dans une robe de soirée à 1000 €. Son monde venait d'être brisé par l'homme qu'elle aimait. Manon de Beaumont venait d'être jetée hors d'une Citroën DS9 par son mari millionnaire, Stéphane. Ces derniers mots résonnaient encore avec le crissement des pneus, « Tu es une honte. Rentre par tes propres moyens. » Alors que les feux arrière disparaissaient dans la nuit orageuse, Manon restait seule, vulnérable et terrifiée. Mais Stéphane avait commis une erreur de calcul fatale. Il ne voyait qu'une épouse rejetée, un problème qu'il pouvait laisser sur le trottoir. Ce qu'il ne voyait pas, ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est que l'homme silencieux portant la casquette de chauffeur, l'homme qui venait d'être témoin de son acte monstrueux, détenait un secret inimaginable. Il n'était pas seulement un chauffeur. Il était son parrain milliardaire. Et il était sur le point de déclencher sa propre tempête. L'atmosphère à l'arrière de la Citroën DS9 version Prestige était aussi glaciale que le cœur de Stéphane de Beaumont. Ce devait être un sanctuaire de cuir sur mesure et de ronces de noyer poli. Un cocon silencieux les transportant à travers les artères étincelantes de Paris. Mais pour Manon, enceinte de 7 mois et vivant une grossesse difficile, cela ressemblait à une cellule de prison sur roues. Dehors, les lumières de la ville se brouillaient en traînées d'or et de néon à travers les vitres éclaboussées par la pluie. À l'intérieur, le silence était une couverture lourde et suffocante. Stéphane ne lui avait pas adressé la parole depuis qu'ils avaient quitté le gala de bienfaisance à l'Opéra Garnier, l'un des événements les plus prestigieux du calendrier social de la ville. Il regardait droit devant lui, la mâchoire contractée sous une barbe de 3 jours parfaitement sculptée. Sa colère était une force palpable irradiant de son smoking coupé sur mesure. Manon posa une main protectrice sur la rondeur de son ventre où leur fils donnait des coups de pied agités, comme s'il sentait la détresse de sa mère. « Stéphane, s'il te plaît » murmura-t-elle, sa voix à peine audible par-dessus le doux ronronnement du moteur. Il se comportait de manière inappropriée. Monsieur Martin est juste intervenu pour aider. Stéphane tourna enfin la tête, ses yeux bleus aussi tranchants et froids que des éclats de glace. Monsieur Martin? Tu veux dire Pierre Martin? Le fossile qui contrôle la moitié du transport maritime de l'hémisphère occidental? Ce monsieur Martin? Sa voix était un sifflement bas et venimeux. Et qu'est-ce que tu as fait? Manon, toi, ma femme enceinte, tu as provoqué une scène. Tu as permis à ce vieux promoteur immobilier lubrique, Nicolas Favre, de te coincer. Et ensuite tu as laissé Martin, un homme avec qui j'essaie d'obtenir un rendez-vous depuis 6 mois, me traiter comme un écolier incapable de contrôler sa femme. Les larmes picotaient les yeux de Manon. Il a mis sa main sur mon ventre. Stéphane, il était ivre et a dit quelque chose de vulgaire sur le bébé. Pierre. Monsieur Martin a été un gentleman. Il lui a simplement demandé de s'éloigner. Un gentleman? Stéphane ricana, un sourire cruel tordant ses lèvres. Il m'a fait passer pour un faible devant tout le monde. La presse, mes concurrents, mes investisseurs. Il ne voit pas un gentleman défendant une femme enceinte. Il voit la femme de Stéphane de Beaumont se faire accoster et un autre homme plus puissant intervenir. C'est une question d'image, Manon. Quelque chose que tu n'as jamais compris. Manon se recroquevilla contre le cuir moelleux. C'était le Stéphane qu'elle avait appris à connaître et à craindre au cours des 2 dernières années. Le Stéphane public était charmant, philanthrope, un magnate de l'immobilier autodidacte figurant dans les classements de réussite économique il y a quelques années à peine. Il l'avait séduite avec de grands gestes et des promesses d'une vie de conte de fées. Elle était diplômée en histoire de l'art travaillant comme conservatrice adjointe et il était le prince qui avait vu son potentiel. Mais le Stéphane privé était un homme entièrement différent. Il était une créature d'une insécurité intense, obsédé par le statut et la perception publique. Sa famille à elle, avec ses modestes antécédents académiques, était une source de honte silencieuse pour lui. Ses goûts simples étaient une irritation. Sa grossesse, qui aurait dû être une joie, était devenue une autre variable à gérer pour lui. Il dictait son régime alimentaire, ses apparitions sociales, même le créateur de ses robes de maternité, tout cela pour projeter l'image parfaite d'un couple puissant et prospère. Je ne voulais pas faire de scène, plaida-t-elle doucement. J'avais juste peur. Peur? Il rit, un son bref et laid. Tu es marié avec moi. Tu n'as rien à craindre, sauf de m'embarrasser.
C'est ton seul travail en ce moment. Sois belle. Tais-toi et ne m'embarrasse pas. Et tu as échoué de façon spectaculaire. Elle tressaillit. À travers la vitre de séparation, elle pouvait juste voir l'arrière de la tête du chauffeur, Jean-Luc. C'était un nouveau chauffeur engagé il y a quelques mois via une société de sécurité privée haut de gamme, un homme plus âgé, toujours impeccablement habillé avec une dignité tranquille et des yeux bienveillants qu'elle avait remarqués dans le rétroviseur. Il était si discret qu'il était pratiquement invisible. Mais ce soir, Manon ressentit une bouffée de honte brûlante, sachant qu'il pouvait entendre chaque mot venimeux que Stéphane crachait sur elle. « Je suis désolée », murmura-t-elle, les mots ayant un goût de cendre dans sa bouche. « Désolée ne change rien au fait que je vais devoir gérer des appels pendant une semaine à cause de ça », claqua Stéphane en sortant son téléphone. Il commença à faire défiler son écran avec son pouce, bougeant avec une précision colérique. « Je dépense des millions pour façonner une image de pouvoir et de contrôle, et tu détruis tout en 5 minutes parce que tu ne peux pas gérer un vieil homme ivre. » Manon se tourna pour regarder par la fenêtre, une larme unique traçant un chemin sur sa joue. La pluie tombait plus fort maintenant, fouettant contre la vitre. Il traversait le pont Alexandre III, les lumières de la ville formant une galaxie lointaine et indifférente. Elle se sentait aussi isolée que si elle flottait dans l'espace. L'homme à côté d'elle était un étranger, la cage dorée qu'il avait construite pour elle révélant maintenant ses barreaux tranchants et cruels. Et dans son ventre, son fils donna un nouveau coup, un petit rappel insistant de celle pour qui elle devait être forte. Elle ne savait pas combien de temps encore elle pourrait supporter cela. Le trajet de retour vers leur hôtel particulier stérile de plusieurs millions d'euros au faubourg Saint-Germain était atroce. Stéphane continuait de marmonner dans sa barbe, faisant défiler les réseaux sociaux, lisant à haute voix les tweets et les mentions de l'incident avec une sorte de fureur masochiste. La femme enceinte de Stéphane de Beaumont dans une altercation à l'Opéra Garnier. Altercation ? On dirait une bagarre de bar, éructa-t-il, jetant son poignet orné d'une montre Richard Mille à 20 000 € vers le bas en signe de frustration. C'est un désastre. Ça va se tasser, Stéphane, dit Manon, essayant de l'apaiser, bien qu'elle se sentît tout sauf calme. Une terreur froide et profonde commençait à s'installer dans son estomac. Se tasser ? Il empocha finalement son téléphone et tourna toute son attention courroucée vers elle. Tu ne comprends pas. La perception est la réalité. Le tweet oublié d'aujourd'hui est l'affaire ratée de demain. Tout mon empire est construit sur la perception d'un succès inébranlable, d'avoir le meilleur de tout, l'entreprise parfaite, la maison parfaite, la femme parfaite. Il fit un geste vers elle, sa main rejetant son être tout entier. Es-tu ta verse imparfaite ? Le mot resta suspendu dans l'air, tranchant et douloureux. Imparfaite. Elle, la femme portant son enfant, la femme qui avait abandonné sa carrière, ses amis, sa vie entière pour s'intégrer à la sienne. Je suis une personne, Stéphane, pas un accessoire pour ton portefeuille, dit-elle, une étincelle de défiance s'allumant à travers sa peur. Ses yeux se plissèrent dangereusement. Tu es ce que j'ai fait de toi. Quand je t'ai rencontré, tu cataloguais des peintures poussiéreuses dans le sous-sol d'un musée. Je t'ai mise en Chanel. Je t'ai mise dans cette voiture. J'ai mis ce bébé en toi. N'oublie jamais que tu existes dans ce monde parce que je le permets. La cruauté de la déclaration lui coupa le souffle. C'était la chose la plus honnête qu'il lui ait jamais dite. À ce moment-là, la façade de leur mariage ne s'est pas simplement fissurée. Elle s'est désintégrée en poussière. Elle le vit pour ce qu'il était, un petit tyran, un garçon terrifié jouant au roi dans un château de verre. La voiture ralentit, tournant dans une rue résidentielle sombre à quelques pâtés de maisons de leur immeuble. La pluie était implacable maintenant, une averse torrentielle qui transformait le monde extérieur en un cauchemar liquide. « Je veux rentrer à la maison », dit Manon, la voix tremblante. « Non », dit Stéphane, sa voix plate et dénuée de toute émotion. « Tu as été un boulet ce soir. Je ne peux pas t'avoir chez moi, souillant ma maison avec ton échec. » Manon le regarda sans comprendre. « De quoi parles-tu » Il se pencha en avant et tapa sur la vitre de séparation. « Jean-Luc, arrêtez-vous sur le côté. » Le chauffeur, Jean-Luc, guida doucement la Citroën DS9 vers le trottoir, le moteur ronronnant presque silencieusement. « Stéphane, qu'est-ce que tu fais » demanda Manon, la panique la saisissant enfin. « Ce n'est pas notre immeuble. » Il se tourna vers elle,
le visage masqué par un mépris total. J'ai dit que tu avais échoué. Et dans mon monde, l'échec a des conséquences. Tu voulais être indépendante. Tu voulais tenir tête à Nicolas Favre toute seule. Bien. Sois indépendante. Il tendit le bras devant elle et appuya sur le bouton, déverrouillant les portes. Une rafale de vent froid et humide s'engouffra dans la voiture. Sors. Pendant un instant, Manon ne put assimiler les mots. Ce devait être une blague, un test cruel et tordu. Stéphane, arrête. Je suis enceinte de 7 mois. Il pleut à verse. Sors de ma voiture. Il articula chaque mot avec une précision glaciale. Tu es une honte. Rentre par tes propres moyens. Peut-être que tu peux appeler ton nouvel ami Pierre Martin pour qu'il te raccompagne. Il détacha sa ceinture de sécurité, se pencha et poussa physiquement sa porte pour l'ouvrir. La pluie commença immédiatement à tremper l'ourlet de sa robe en soie. Les bruits de la ville, une sirène lointaine, le sifflement des pneus sur l'asphalte mouillé s'engouffrèrent à l'intérieur. Stéphane, non, s'il te plaît, cria-t-elle en saisissant son bras. Il arracha son bras comme si son contact l'avait brûlé. Ne me touche pas. Son visage était tordu par une rage qui la terrifiait. Il la bouscula, pas fort, mais avec assez de force pour lui faire perdre l'équilibre dans l'espace réduit. Dehors. Sanglotant, Manon s'extirpa de la voiture, ses talons délicats s'enfonçant légèrement dans le bitume mou de la rue. La pluie froide fut un choc immédiat, plaquant ses cheveux sur son visage et traversant le tissu fin de sa robe en quelques secondes. Elle resta là, tremblante, une main sur son ventre, alors que Stéphane se penchait à travers le siège et tirait la porte pour la fermer avec un bruit sourd et définitif. Elle regarda avec incrédulité la voiture qui ne bougeait pas. Elle pouvait voir la silhouette de Stéphane à travers la vitre teintée, gesticulant avec colère. Puis la porte côté conducteur s'ouvrit. Jean-Luc, le chauffeur calme et digne, sortit sous le déluge. Il ne prit même pas de parapluie. Il contourna l'avant de l'imposante voiture, le visage sombre, et ouvrit la porte arrière du côté de Stéphane. Manon pouvait entendre les cris étouffés de Stéphane. « Mais qu'est-ce que vous foutez ? C'est moi qui donne les ordres. Remontez dans la voiture et conduisez. » Jean-Luc dit quelque chose. Manon ne put entendre sa voix, basse mais ferme. Puis, à son grand étonnement, Stéphane, le puissant et intouchable Stéphane de Beaumont, sortit de la voiture. Il bafouilla, pointant un doigt vers le chauffeur, mais Jean-Luc resta simplement là, un objet inamovible dans la tempête. Après un autre bref échange houleux, Stéphane leva les mains en signe de dégoût, tourna le dos à sa propre voiture et s'éloigna furieusement dans la rue, disparaissant dans l'obscurité pluvieuse comme un fantôme. Manon fut laissée là, tremblante et confuse, alors que le chauffeur, Jean-Luc, marchait calmement vers elle. Il enleva sa propre veste de costumé, sans un mot, la drapa sur ses épaules tremblantes. La chaleur de la laine était un petit réconfort dans le froid mordant. « Venez, ma chère, dit-il, sa voix étonnamment douce, pourtant emplie d'une autorité qui éclipsait la rage fanfaronne de Stéphane. Sortons-nous de cette pluie. Il la guida doucement non pas vers le siège arrière, mais vers la porte passager avant, l'ouvrant pour elle. Alors qu'elle glissait sur le cuir chaud, son esprit vacillait. Pourquoi le chauffeur avait-il mis son mari à la porte de sa propre voiture? Qui était cet homme? Il remonta sur le siège conducteur, le moteur ronronnant toujours. Il monta le chauffage et de l'air chaud commença à circuler à travers les bouches d'aération, chassant un peu du froid. Il la regarda, ses yeux bienveillants remplis d'une colère profonde et douloureuse qui semblait dirigée non pas contre elle, mais contre le monde pour ce qui venait de se passer. « Où allons-nous » demanda-t-elle, la voix brisée en un murmure. Il plaça une main réconfortante sur le tableau de bord. « Nous allons dans un endroit sûr. Un endroit où il ne pourra plus jamais vous toucher. » Il marqua une pause, son regard croisant le sien, et dans ce regard, des années d'histoire non dites semblèrent passer entre eux. « Tout va bien, Manon. Vous êtes avec moi maintenant. Vous êtes avec Pierre. » Le nom resta suspendu dans l'air, entre le doux tic-tac de l'horloge de bord et le balayage rythmé des essuie-glaces. Pierre. Le prénom du puissant milliardaire au gala. Le nom que Stéphane avait craché comme une malédiction. Ce ne pouvait pas être vrai. Manon fixa l'homme à côté d'elle. Jean-Luc. Non,
Pierre était plus âgé, peut-être vers la fin de la soixantaine. Il avait une chevelure argentée bien peignée et un visage qui semblait gravé de sagesse tranquille et de résolution formidable. Son uniforme de chauffeur, maintenant humide à cause de la pluie, semblait étrangement déplacé sur lui. Elle l'avait vu des dizaines de fois, échanger des politesses, lui avait offert du café. Il avait été une présence silencieuse dans sa vie, aussi discret que le chrome poli des poignées de porte. Pierre Martin? Elle souffla la question teintée d'incrédulité. Il eut un sourire triste et doux. J'en ai bien peur. Je m'excuse pour la tromperie, Manon. Je n'ai jamais eu l'intention que vous la preniez de cette façon. La Citroën DS9 se déplaçait silencieusement dans les rues désertes, non pas vers son hôtel particulier, mais vers les vieux quartiers établis. La confusion dans l'esprit de Manon était un vortex tourbillonnant de peur, de soulagement et d'un millier de questions sans réponse. « Mais vous êtes un chauffeur » balbutia-t-elle, serrant sa veste plus fort autour d'elle. « Vous travaillez pour une société de sécurité. »« Je possède la société de sécurité » la corrigea-t-il doucement. « Entre autres choses. Quand vous avez épousé de Beaumont, j'avais mes inquiétudes. Il a une certaine réputation dans le monde financier. Pas une bonne. Je voulais garder un œil sur vous pour m'assurer que vous étiez en sécurité sans interférer. Je voulais donner à votre mariage une chance d'être réel. » Il soupira, un son lourd de regret. « J'ai arrangé les choses pour être placé comme votre chauffeur personnel. C'était le moyen le plus simple d'être à proximité si jamais vous aviez besoin de moi. » L'esprit de Manon revint en arrière. Les moments de petite gentillesse, la bouteille d'eau apparaissant dans la poche du siège par une journée chaude. La façon dont il semblait toujours être là, attendant quelques instants avant même qu'elle n'appelle la voiture. La fois où elle s'était sentie mal en faisant du shopping, et où il l'avait calmement escortée vers une chaise, et était revenu avec un jus d'orange, lui parlant d'une voix apaisante jusqu'à ce qu'elle se sente mieux. Elle avait pensé qu'il n'était qu'un employé exceptionnellement bon. Mais pourquoi? Demanda-t-elle, les larmes montant à ses yeux à nouveau, mais cette fois c'étaient des larmes de confusion, pas de désespoir. Pourquoi feriez-vous tout cela pour moi? Pierre arrêta la voiture devant une majestueuse maison de maître couverte de lierre sur une place calme bordée d'arbres. Il coupa le moteur, et le silence qui s'ensuivit fut profond. Il se tourna pour lui faire face, son expression empreinte d'une tendresse infinie. « Votre père, Jean-Bernard, » commença-t-il, la voix chargée d'émotion. « Il n'était pas seulement mon premier partenaire commercial, Manon. C'était mon meilleur ami. Plus qu'un ami. Il était le frère que je n'ai jamais eu. » Le cœur de Manon s'arrêta. Son père. Il était mort dans un tragique accident de voiture quand elle avait 12 ans. C'était un historien de l'art brillant et passionné qui avait, selon sa mère, fait un investissement très judicieux tôt dans sa vie qui avait maintenu leur famille dans le confort mais pas dans la richesse. Mon père. Il vous connaissait? Me connaissait? Pierre laissa échapper un petit rire doux. Nous avons démarré notre première entreprise ensemble dans un garage. C'était une entreprise de logistique transportant des beaux-arts pour les musées et les collectionneurs privés. Jean avait l'expertise et les contacts dans le monde de l'art. J'avais le sens des affaires et un peu d'argent de famille pour nous lancer. Cette petite entreprise est devenue Martin Bernard Logistique Mondiale. Aujourd'hui, elle s'appelle simplement Martin Global. Les pièces commencèrent à s'emboîter, formant une image si vaste et incroyable qu'elle donna le vertige à Manon. Martin Global était un géant, une société de plusieurs milliards d'euros avec des intérêts dans le transport maritime, la sécurité aérienne et la technologie. Et son père universitaire discret, en avait été le cofondateur. Quand votre père est décédé, continua Pierre, les yeux brillants, ce fut le pire jour de ma vie. J'étais à son chevet à l'hôpital. Ses derniers mots pour moi. Il m'a fait promettre. Il m'a fait promettre que je veillerai toujours sur vous et votre mère. Que je serai votre parrain, votre ange gardien, et que je m'assurerai que vous ne manquiez jamais de rien et que vous soyez toujours protégés. Il détourna le regard vers le pare-brise strié de pluie. Votre mère, paix à son âme, était une femme fière. Après la mort de Jean, elle ne voulait pas de charité. Elle a accepté le fonds fiduciaire que j'ai mis en place à partir de la part de l'entreprise de votre père. Mais elle voulait que vous ayez une vie normale loin du monde de l'extrême richesse. J'ai respecté cela.
Je vous ai observé à distance grâce au rapport de mon personnel, à travers des contributions à vos écoles. Je me suis assuré que la voie soit toujours dégagée pour vous, mais je ne suis jamais intervenu. Je voulais que vous soyez votre propre personne. La fille de Jean, brillante et gentille. Jusqu'à ce que j'épouse Stéphane, finit Manon pour lui, la réalisation se faisant jour. Jusqu'à ce que vous épousiez Stéphane, confirma Théil, sa voix se durcissant. Un homme qui profite de la bonne nature des gens, qui construit sa fortune sur la dette à effet de levier et des promesses vides. J'ai fait une vérification complète de ses antécédents. Je savais qu'il était dangereux, mais j'espérais que votre amour le changerait. J'espérais avoir tort. Ce soir, dit-il, sa main se serrant en un point sur le volant, ce soir, il a prouvé que je n'avais pas tort. Vous jetez, vous, sa femme enceinte, la mère de son enfant, à la rue. C'est un péché impardonnable. Il prit une profonde inspiration, se composant. Ceci est l'une de mes propriétés. C'est complètement sécurisé. Mon personnel est à l'intérieur et attend. Il y a un médecin de garde. Vous êtes en sécurité ici, Manon. Il sortit de la voiture et fit le tour pour ouvrir sa porte, tenant cette fois un grand parapluie noir pour la protéger. Alors qu'elle posait le pied sur le trottoir, elle leva les yeux vers la magnifique vieille demeure, ses fenêtres brillant d'une lumière chaude et accueillante. Cela ressemblait à un sanctuaire. Pour la première fois en 2 ans, elle ne se sentait pas comme un accessoire ou un actif. Elle ne se sentait pas comme une possession. Alors que Pierre Martin, son gardien silencieux, le meilleur ami de son père, son parrain milliardaire, la guidait doucement vers les marches hors de la tempête et dans la chaleur, Manon Bernard ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis très longtemps. Elle se sentait en sécurité. L'intérieur de la maison de maître était l'antithèse de l'hôtel particulier moderne et froid qu'elle partageait avec Stéphane. Il était rempli de riches acajou, de fauteuils en cuir usé, d'étagères débordant de livres et de murs ornés d'art époustouflants. Pas l'art contemporain tendance de qualité investissement que Stéphane privilégiait, mais des chefs-d'œuvre. Une petite sculpture intime de danseuse par Degas. Un paysage vibrant de Monet, un croquis au fusain qui était si vivant qu'il semblait respirer. C'était un foyer, pas une salle d'exposition. Cela ressemblait à son père. Une femme aimable et maternelle dans une simple robe noire, que Pierre présenta comme Madame Monique, la gouvernante, les accueillit immédiatement à la porte. Elle prit la veste mouillée de Manon et l'enveloppa dans une couverture en cachemire chaude, gloussant d'inquiétude en la guidant vers un canapé moelleux devant un feu de cheminée rugissant. J'ai pris la liberté d'appeler le docteur. Girard, dit Pierre, sont-on tout à fait professionnels maintenant. C'est l'un des meilleurs obstétriciens de la ville. Il sera là dans 20 minutes juste pour s'assurer que vous et le bébé allez bien après le froid. Manon ne put qu'acquiescer, submergée. Une infusion chaude fut placée entre ses mains tremblantes. La chaleur s'infiltra dans ses os, un contraste saisissant avec la terreur glaciale qui l'avait rempli il y a tout juste 1 heure. Une fois que le docteur Girard fut venu et reparti, confirmant que la mère et le bébé étaient en parfaite santé malgré la frayeur, Manon et Pierre s'assirent l'un en face de l'autre dans la bibliothèque calme bordée de livres. La tempête faisait toujours rage dehors, mais ici, avec le feu qui crépitait et l'odeur de vieux papier et de cire à bois dans l'air, on se sentait à des années-lumière. La part de mon père dans l'entreprise, commença Manon, sa voix hésitante. Ma mère m'a dit qu'il nous avait laissé un fonds. C'était suffisant pour notre maison, pour mon éducation. C'était confortable. Pierre se pencha en avant, son expression sérieuse. Manon, votre mère était une femme merveilleuse, mais elle avait une vision de l'argent très différente de celle de votre père ou de la mienne. Le fonds auquel elle vous a permis d'accéder n'était que les intérêts et les dividendes d'une petite fraction du portefeuille principal. Elle était terrifiée à l'idée que la grande richesse ne vous corrompe, qu'elle ne vous vole votre ambition et votre caractère. Elle voulait que vous trouviez votre propre voie. Il se leva et marcha vers un magnifique bureau ancien. Il déverrouilla un tiroir et en sortit un épais portefeuille relié en cuir, le plaçant sur la table basse devant elle. La part initiale de votre père dans l'entreprise était de 40%. Je possède 60%. Nous étions partenaires. Au fil des ans, grâce aux divisions d'actions, aux acquisitions et aux réinvestissements, ces 40% ont augmenté. Après le décès de votre mère, le contrôle total du fonds familial Jean-Bernard m'est revenu conformément au testament de vos parents, pour être géré en votre nom jusqu'à votre 30e anniversaire, ou à ma discrétion,
si les circonstances l'exigent. Il ouvrit le portefeuille. À l'intérieur se trouvaient des pages de relevés financiers, de certificats d'action et de résumés d'actifs. Les yeux de Manon scannèrent les chiffres, mais son cerveau ne pouvait pas les comprendre. Il y avait trop de virgules, trop de zéros. « Je ne comprends pas », murmura-t-elle en levant les yeux vers lui. « Laissez-moi être clair, » dit Pierre, sa voix stable et bienveillante. Stéphane de Beaumont est millionnaire. Il aime lancer ce mot partout. Selon la plupart des estimations, sa valeur nette, qui est principalement une dette à effet de levier contre ses propriétés, est d'environ 90 millions d'euros dans un bon jour. Il tapa sur la dernière page du résumé dans le portefeuille. Manon, ce fonds, votre fonds, est actuellement évalué à un peu plus de 4,7 milliards d'euros. L'air quitta les poumons de Manon d'un coup. Elle se sentit étourdie. Milliards. C'était un nombre si vaste, si astronomique qu'il semblait être un fantasme. Tout ce temps, elle avait vécu comme une dépendante de Stéphane, marchant sur des œufs, terrifiée par ses humeurs et son pouvoir financier sur elle, alors que tout le temps elle possédait une fortune qui réduisait la sienne à l'insignifiance. Toute ma vie. Elle laissa sa phrase en suspens, l'esprit vacillant. Toute votre vie, vous avez été qui vous êtes grâce à votre caractère, pas grâce à votre compte en banque. Et c'est exactement ce que vos parents auraient voulu, dit fermement Pierre. Ils seraient si incroyablement fiers de la femme que vous êtes devenue. Mais ils seraient horrifiés par ce que ce monstre vous a fait ce soir. La clause.